La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, un hors-série avec Yohan Abi. Salut Yohan, tu vas bien ? Bonjour à tous et ravi d'être là. Tu es un habitué finalement quand même de ce genre d'exercice, répondre à des questions de journalistes, des interviews. Je vais te présenter brièvement, mais je vais surtout te donner l'occasion de te présenter. Ça fait un peu écho à un premier épisode qu'on a fait dans le cadre de ce podcast avec Manu Ars, qui est un des investisseurs dans notre fonds et qui est un des directeurs d'iFly, qui est une soufflerie où on peut pratiquer de la chute libre indoor un peu partout aux quatre coins du monde. Je pense qu'ils ont plus de 100 souffleries dans le monde. Et donc pour rentrer de plein pied dans cet épisode, Yohan, tu es un multiple champion du monde de freestyle et de freestyle et de freefly même, voilà, de freefly. En parachutisme et à l'occasion de quelques jours de congé, on a eu l'occasion de se croiser et je t'ai dit, écoute, j'ai pris mon matos et est-ce que ça te dit, mon matos pour enregistrer, de partager avec des gens qui nous écoutent les ingrédients de ton succès. C'est ça le programme. Est-ce que tu, si je résume juste un peu ton parcours sportif, t'as été sportif très tôt, plutôt dans la gymnastique. Oui, tout à fait. Je suis parti de chez mes parents à l'âge de 10 ans pour faire du haut niveau. J'étais en sport-études en gymnastique pendant 10 années. Et quand je suis rentré à l'université, et je cherchais une discipline de reconversion et après la gymnastique. Alors, c'est pas venu naturellement, mais je suis venu au parachutisme. Tu dis reconversion parce que ton premier destin, c'était de vouloir être champion olympique en gymnastique. C'était ça. Dans mon équipe, moi, j'ai quelqu'un qui s'appelle Thomas Renaudin, qui a été à l'INSEP en judo, qui s'est blessé et qui s'est reconverti dans le venture capital. Alors, pour moi, en fait, j'ai fait 15 années de gymnastique à un certain niveau. Mais j'ai su quand même rapidement que ça allait être impossible de franchir les portes de l'équipe de France de gymnastique. Mais bon, c'était quand même c'était ma vie et j'ai essayé d'aller au plus haut niveau de mes capacités. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a manqué avec le recul aujourd'hui, la prescription? Oui, avec la gymnastique, tout. Je manquais de puissance physique, de force, peut-être de mental, et puis de talent aussi. Donc voilà, j'étais objectif sur sur ce que je pouvais acquérir en gymnastique et il me fallait une discipline de reconversion. Après, je voulais pas commencer un autre sport. Comme le football par exemple, après quasi 15 ans de gymnastique. Donc ça servait pas à grand chose de commencer un sport collectif pour moi. Ouais, si je fais le parallèle, je sais que Mathieu Stéphanie va faire prochainement Florent Manodou en podcast. Ouais. Je crois qu'il s'est essayé au hand, mais il n'y a pas un énorme parallèle entre le hand et la natation. Toi, tu voulais pouvoir réutiliser certains blocs, certaines compétences finalement que tu avais acquises au cours de ces 15 dernières années. Oui, exactement. En fait, moi, je viens des environs de Grenoble. Donc, tout naturellement, j'avais des amis qui étaient en équipe de France de ski de boss ou de ski acrobatique. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée. Peut-être ça pourrait intéresser les équipes de France de ski accro ou de ski de boss. Après, on m'a dit, oui, il y a moyen que ça fonctionne pour toi, mais il faut faire un trauma crânien par an pour être bon. Je me suis dit, putain, ça fait déjà 15 ans que je tombe sur la tête. Est-ce que j'ai vraiment de nouveau envie de tomber sur la tête dans la neige ?
Donc voilà. Et donc, en fait, j'ai rencontré une personne qui était directeur technique des équipes de France de parachutisme, qui m'a montré des images notamment de parachutistes freestyle. C'était qui les stars de l'époque alors? Alors à l'époque, c'était Nicolas Arnaud, Okay. Robin Dubuisson, Vince et Fred, voilà. Et alors il y en a qui malheureusement ne sont plus là. Ouais, et qui puis, nous ont quittés soit d'accident de parachutisme, soit de maladie. ouais. C'est vrai que c'est frappant, dans les 4 personnes que tu cites, il y en a 2 qui nous ont quittés ces 5 dernières années. Ouais. Ouais, même 3. Oui, 3. Ouais. On va y revenir, mais peut-être pour pas aller tout de suite sur ce sujet-là, c'était aussi un de mes défauts dans l'épisode avec Manu Ars, de parler de ça trop. Tu parles de reconversion. Tout le monde aimerait bien se reconvertir comme toi. 3 titres de champion du monde, 5 titres de champion d'Europe, 5 victoires en Coupe du Monde, à peu près, c'est ça? Il en manque un peu. Il en manque un peu. Ouais, il en manque. Il y a même 4 titres de champion du monde. Oui, alors en fait, plus globalement, il y a 11 titres mondiaux. Il y a 4 titres de champion du monde, 6 fois vainqueur de la Coupe du Monde dans les 2 disciplines, en freestyle et en free fly. Et aussi, j'ai eu la chance de participer aux World Air Games, les sortes de JO des sports de l'air, que j'ai remporté avec mon coéquipier, qui était Will Penny à l'époque. Voilà. Tu me disais avant d'enregistrer, ce qui est important pour moi, ce que je retiens, c'est pas tant les titres, c'est les coéquipiers avec lesquels je les ai remportés. Et tu me disais que pour certains d'entre eux, ils n'avaient pas forcément déjà gagné, et que tu les as amenés aussi à ce type de victoire. Donc Alors, en fait, forcément, un titre mondial, surtout quand tu as été athlète de haut niveau précédemment en tant que gymnaste. Moi, je suis issu d'une famille très sportive, avec très compétitive. J'ai été baigné dans la compétition très jeune. Donc, d'avoir un titre mondial, d'être champion du monde dans une discipline, et particulièrement celle-là, parce que les disciplines artistiques sont assez impressionnantes en parachutisme. C'était le but d'une vie, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, à contre-coup, tout ça, ça a été, j'ai pu le faire grâce à mes coéquipiers. Alors, et notamment, oui, en effet, j'ai pu gagner avec tout le monde. Donc ça, c'est ce que je préfère, en fait, le partage, et puis d'avoir ces gens-là. Oui, ils n'avaient pas gagné avant, on a gagné ensemble, et on a gagné, enfin j'ai gagné avec tout le monde. Ouais. Ça veut dire que c'était aussi la bonne combinaison. Je vais essayer de revenir là-dessus. Peut-être pour tous les gens qui nous écoutent, parce qu'on est déjà à 7 ou 8 minutes, mais qui ne savent pas ce que c'est que le parachutisme et le freestyle et le freestyle. Ouais. Comment tu expliquerais à un enfant de 5 ans, de 8 ans, cette discipline-là, qui se compose de plusieurs épreuves, de plusieurs types de sauts? Comment tu les prépares, si on rentre un peu dans ce détail-là? Alors, le freestyle, c'est un mélange de gymnastique, de trampoline, de hip-hop, breakdance, filmé par un caméraman en chute libre. Donc voilà, les vitesses sont très importantes, environ 350 à l'heure de moyenne. Et voilà, c'est une osmose à 2. Et il faut créer une chorégraphie pour les championnats du monde. Alors, il y a des mouvements imposés, puis il y a des mouvements dits de libre, qu'on répète toute l'année. Donc ça, c'est une discipline à 2, un caméraman, un performeur, et le free fly avec 2 performeurs et un caméraman, qui globalement est la même chose que le freestyle, mais voilà, avec plus de synchro entre les 2 performeurs. C'est comme s'il y avait 2 plongeurs acrobatiques qui faisaient des mouvements ensemble. Voilà. Donc il y a beaucoup plus de mouvements de synchronisation sur la discipline à 3, mais globalement c'est une discipline assez similaire de la discipline à 2. On appelle ça des disciplines artistiques, parce qu'il y a des disciplines dans le parachutisme qui sont un peu moins artistiques, où finalement, on le voit aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui doivent faire des figures codifiées dans un temps imparti. Ouais. Tu as toujours eu, toi, cette logique un peu artistique, créative?
Oui, tout à fait. Alors, ça venait un peu de la gymnastique déjà, parce que vous êtes, même s'il y a un code de pointage où on choisit des éléments à l'intérieur de ce code-là, on monte quand même une routine qui nous convient. Et par contre, là, dans le parachutisme, il y a la créativité et il y a aucune limite. Donc, la limite, c'est justement juste la créativité qu'on a ou pas. Il n'y a Pour aucune créer limite cette parce que routine. tu es dans l'air. En fait, tu étais dans ces 50 secondes où finalement tu peux aller partout dans les 3 dimensions. Et les limites, c'est celle de la répétition, du nombre de sauts que tu vas pouvoir faire pour rechercher des mouvements. Ouais, en fait, c'est le vol humain qui est infini. Le fait que le vol humain soit infini et qu'on peut voler dans les 3 dimensions avec un coéquipier, eh ben, ça permet un panel de chorégraphie qui est illimité. Donc tes premiers titres arrivent en 2010, c'est ça? Il y a quasiment 15 ans. Ouais. À l'époque, on parlait pas beaucoup de préparation mentale. Comment toi tu as préparé ces compétitions? Comment tu les as abordées? Quel était ton setup? De mémoire, tu étais un sportif détaché, mais tu étais militaire de carrière, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, pendant presque 17 ans, je dépendais du bataillon de Joinville. Et ça m'a permis d'avoir l'un des plus gros palmarès du parachutisme mondial de ces 50 dernières années. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, le bataillon de Joinville, c'est un bataillon spécial où tu as quoi, entre 60 et 100 sportifs? Ouais, c'est maintenant, alors avec les JO, ils ont augmenté, mais moi à mon époque, il y avait 100 athlètes multisports. Donc, il y a quoi? Il y a des Martin Fourcade, il y a des profils comme ça. Exactement. Élodie Clouvel qui était vice-champion olympique en pentathlon. Manon Apiti-Brunet qui était champion olympique de sabre. Clarisse qui est au judo. Voilà, de tous ces champions qu'on voit souvent à la télé, il y a aussi d'autres athlètes dans d'autres disciplines qui font partie du bataillon de Joinville et notamment des parachutistes dont j'avais une place. Et donc en 2010, au bataillon de Joinville, ce côté préparation mentale, un peu autour de l'athlète, ça existait déjà ou finalement c'était encore assez jeune? Non, pas trop. Pas trop. Ça, c'était une réflexion personnelle où je me suis intéressé parce que le parachutisme, le temps de travail, c'est 45 secondes, donc ça va très vite. Ça veut dire que toute la préparation se fait en amont. Et notamment la préparation au sol. Donc, tout ça, c'est de la répétition mentale pour exécuter les mouvements du mieux possible. Justement, donc sur ces 15 ans, sur ces 15 dernières années, comment tu as évolué là-dessus? Les techniques ont évolué, toi, sur ta façon d'aborder les sauts, donc il y a de la visualisation. Il y a eu aussi l'avènement des souffleries. Donc les souffleries, c'est un tube. On organise quelques événements par an, nous, avec OVNI Capital. Un tube de verre dans lequel l'air est soufflé et qui peut recréer les conditions de la chute libre. Donc ça permet de s'entraîner. En 2010, je pense que c'était très rare encore. Et on était vraiment au début de la soufflerie. Il y en avait une en France, quelques-unes aux États-Unis. Aujourd'hui, il y en a partout. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai essayé de rapidement de trouver les meilleurs outils pour la haute performance. Donc la préparation mentale, comme on en a parlé, était une importante partie de la performance. Et puis en effet, avec les souffleries, qui était vraiment, ça a été l'avènement du parachutisme. Ça a permis aux athlètes de s'entraîner beaucoup plus, d'être plus fort techniquement, d'être plus précis et de trouver de nouvelles façons de voler. Donc l'évolution et la multiplication des souffleries a été ultra bénéfique pour la performance dans le parachutisme, c'est sûr. Après, à l'image de la vague artificielle de surf, la soufflerie ne remplacera jamais totalement les sauts d'avion et la chute libre. On l'a vu lors des derniers JO où il y a un surfeur français qui a gagné, je crois, sa finale face à d'autres surfeurs.
et où en fait il y avait quand même un aléa qui était l'événement, prendre la bonne vague, etc. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? On en parlait un peu hier brièvement entre la différence entre ces deux disciplines qui n'ont finalement rien à voir, hormis le fait que les sensations sont les mêmes et tout, mais il y en a une où tu es dans un milieu assez sécure, aseptisé, où tu as une vitre en verre et il peut rien t'arriver. Et puis il y en a une autre où tu sautes d'un avion à 4000 mètres et tu as un parachute dans le dos. Ouais. Alors, et l'un des plus gros problèmes du parachutisme quand on saute en équipe, c'est l'éloignement entre les deux performeurs. Donc ça, c'est un réel problème parce que dans la soufflerie, on peut pas aller plus loin que la vitre. Donc, la moindre petite erreur en l'air, on crée de la distance et ça, la distance, c'est pas bon pour la performance. Donc, en fait, la soufflerie, ça a permis une progression individuelle des athlètes. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ton premier saut? Forcément, c'était moi je venais pour vraiment me mettre à la discipline, au freestyle. Donc quand j'ai attaqué le parachutisme et notamment mon premier saut, j'ai dit waouh, c'est ça en fait c'est ça le truc. C'était en quelle année? C'était en 2004. Ok, donc en plus le sport n'était pas hyper répandu, les souffleries n'existaient pas. Ouais. Donc c'est sûr, un peu que je pense un peu comme tous ceux qui débutent, je me suis dit aïe, je suis au-dessus des nuages, donc là je vais sauter en fait. C'est ça. Et ça, je veux me reconvertir là-dedans. Est-ce que je veux vraiment me reconvertir là-dedans? Et l'évolution de tes sensations au 50e saut, 100e saut, 1000e saut, 17 millième saut? Ouais. Forcément, l'évolution a été rapide parce qu'on s'habitue assez rapidement au vide, à la sensation des appuis sur l'air. Donc, et pour moi, en fait, ça a été assez naturel dès le début, à partir du troisième, mais il a fallu au moins 3 sauts. Et puis après, je suis rentré en équipe de France, moi, au bout de 6 mois de parachutisme. Donc c'est quasi combien rien. de sauts alors? J'en avais 35. Ah oui. Ouais. Donc Oui, donc tu étais vraiment programmé pour ça. C'est un recrutement sur mesure. Hein. Ah, moi, je suis un pur produit fédéral. Ouais. J'ai été recruté à 35 sauts et la fédération a payé mes sauts à partir des 35. Et mon premier stage équipe de France, j'avais rien. J'avais pas de casse, pas d'alti, pas de parachute, pas de combi, rien. On m'a tout donné. Et puis voilà, j'ai été recruté lors de ce stage. C'était en avril 2005 à Gap Talar. Ça me fait une bonne transition. Est-ce que tu crois qu'on a autant de champions du monde ces 20-30 dernières années parce qu'on est un des rares pays qui a une fédération structurée, qui sait investir dans ce sport sur les athlètes, qui sait les accompagner? C'est un des avantages d'être parachutiste français aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. On a un système pyramidal qui marche pas mal. Ça veut dire que tout en haut de la pyramide, vous avez un talent et ce talent, il y a des grandes chances pour qu'il devienne champion du monde. Alors, il y a 2 inconvénients dans le système français. C'est que quand vous êtes espoir, vous n'avez pas les budgets des équipes de France élite. Donc, pour sortir et pour être meilleur que les équipes de France, c'est quand même compliqué. Après, quand vous êtes en équipe de France élite, le fait d'avoir été coaché par les gens qui ont été champions du monde précédemment, avec des budgets qui sont plus importants que certaines autres nations, il y a forcément dans une dizaine de personnes en équipe de France, il y en a 1 ou 2 qui vont sortir pour être champion du monde. Il y a des gens qui ont été écœurés une grosse partie de leur vie et de leur carrière de parachutiste parce que devant eux, il y avait Vincent Roffet et Fred Fugène qui pendant 8 ou 10 ans ont tout gagné et qui ne sont jamais arrivés au stade de l'équipe de France et donc de champion d'Europe ou champion du monde. Toi, ça n'a pas été ton cas? Non, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai commencé très jeune. Et après, la performance, la haute performance, il y a toujours quand même une part de chance. Donc ma chance, ça a été que j'étais mature au moment où les équipes de France élite qui étaient là depuis une dizaine d'années ont commencé à arrêter.
Donc moi, j'étais en pleine éclosion au moment où tout le monde arrêtait. Donc ça a coïncidé pas mal avec mes débuts internationaux. J'ai quelqu'un avec qui je travaille, un associé, qui me dit timing is everything. Ouais, c'est ça. Donc ça a été exactement ça. Voilà, et puis aussi j'ai pu performer dès l'arrêt des équipes de France élite, c'est-à-dire que ma première Coupe du Monde, j'étais encore un peu frais, pas mûr, mais je prends une deuxième place dès ma première Coupe du Monde, et donc ça m'a mis sur des rails tout de suite. Pour que les gens comprennent bien, c'est quoi une Coupe du Monde de parachutisme ? Alors une Coupe du Monde, au niveau international, il y a 7 sauts, avec des sauts dits de libre et des sauts dits d'imposé. Il y a combien d'équipes ? Combien de nationalités ? Ça dépend. Après, sur les disciplines artistiques, pas mal. Il y a toujours eu des nations un peu socles, comme les Français, les Américains, les Russes, les Britanniques. Puis il y a des nations satellites qui ont pu éclore ces dernières années, comme la Norvège, comme la Pologne. Canada, voilà. Peut-être ? Ouais, il y a eu quelques flyers du Canada, tout à fait. Et donc, toi, ton secret pour cette longévité exceptionnelle, 15 ans au plus haut niveau, remporter autant de titres, tu l'expliquerais comment ? Alors déjà, ça a été de remporter un titre mondial, c'était exceptionnel. Après, la longévité fait que, j'ai pu continuer à très haut niveau de par énormément de travail. J'ai tenté, et je pense que ça c'est un point clé, d'être créatif et d'être innovant dans à chaque nouvelle phase. Attends, il y a deux choses. Beaucoup de travail. Pour des gens qui ne connaissent pas le parachutisme, c'est quoi beaucoup de travail ? C'est la salle de muscu, c'est du footing, c'est de la gym, c'est les sauts, c'est quoi beaucoup de travail ? En fait, c'est un peu tout. En effet, il y a de la salle physique, la gym, soulever des haltères, avoir une tonicité, mais c'est aussi beaucoup de soufflerie. Donc c'est plusieurs centaines d'heures par an, c'est 800 sauts à l'année. Quand je faisais des disciplines, je faisais à peu près 1100 sauts à l'année. Bon voilà, tout ça, ça prend du temps, une préparation mentale, physique. Voilà. Donc ça veut dire aussi une hygiène de vie alimentaire, coucher tôt, lever tôt, c'est quoi la routine d'un sportif de haut niveau ? Ouais. Alors même nous aussi, nous deux, on s'est revus dans une dégustation de vin. Dégustation de vin, c'est pas mon quotidien. Donc c'est exceptionnel, en effet. Dans la dégustation de vin, tu recraches, donc tu as le droit. C'est vrai, mais bon, il y avait des bonnes bouteilles, donc donc voilà. En effet, c'est une discipline aussi par rapport à l'alimentation, au physique, au mental, tout ça, voilà. Un des derniers sujets que j'aimerais aborder avec toi, c'est tu as connu beaucoup d'équipes différentes qui ont toutes gagné. Est-ce que tu as eu besoin de faire preuve d'intelligence émotionnelle ? En tout cas, savoir par moment, je vais l'expliquer comme ça, mais mettre de l'eau dans ton vin, laisser l'ego de côté, arriver à concilier des caractères qui étaient difficilement conciliables. Moi, la chose que j'ai trouvée la plus compliquée dans le parachutisme, moi j'étais dans une discipline différente, mais une discipline où tu avais 4 personnes plus un vidéoman, donc dans le vol relatif vertical, c'était faire en sorte que 4 personnes s'entendent, alors qu'elles venaient d'horizons très différents. Et moi, je me suis jamais senti finalement de m'engager dans un projet avec eux pour faire 4 ans championnat d'Europe et championnat du monde. Comment toi tu as fait pour que toutes ces équipes arrivent à fonctionner ? Oui, alors il y a une chose qui est importante, c'est souvent, quasi tout le temps, on a souvent été amis à la base avec ces personnes-là. Ce qui facilitait déjà la mise en équipe, c'est pas la fédération qui nous a forcés à être ensemble.
Et en effet, il y a certains coéquipiers où c'est plus délicat. Il y a des gens qui sont moins travailleurs que d'autres. Il y en a qui sont très talentueux, mais avec une hygiène aussi différente des autres. Voilà. Et donc, je pense qu'à chaque nouvelle équipe, il faut essayer de s'adapter pour le point central qui est quand même la performance. Et tout le monde souhaite arriver à l'objectif qui est d'être champion du monde. Donc, il faut regarder chaque profil et puis s'adapter à chacun pour aller au plus haut niveau mondial. J'ai 2 dernières questions. Ton plus gros échec, tes moments de doute et comment tu as surmonté ça? Alors, quand je dis j'ai eu des échecs, c'est quand plusieurs fois j'ai été vice-champion du monde. Alors on me dit mais vice-champion du monde c'est exceptionnel. Le problème c'est quand on a été 10 fois champion du monde, et qu'on a tout mis pour être champion du monde et finalement on est médaille d'argent ou de bronze, c'est beaucoup de frustration. J'ai fait des paris à certains moments qui n'ont pas été payants. Et donc, j'ai dû me remettre en question, surtout pendant l'hiver. Et donc, j'ai après recréé des routines avec un mix qui permettait de gagner avec une nouvelle façon de voler. Voilà. Il y avait un décalage pour les gens qui connaissent peu la discipline entre des jurys un peu vieillissants qui voient pas l'évolution du sport et les athlètes qui sont un peu pionniers et qui veulent amener le sport dans une direction. Et je me souviens de la frustration dont tu parles et c'est intéressant que tu l'exprimes comme ça. La dernière question, peut-être pour ouvrir là-dessus, c'est un conseil que tu donnerais à un jeune de 15 ans, 18 ans, 25 ans qui veut être champion du monde dans un sport ou qui veut performer dans son métier. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais et quel livre tu lui dirais d'acheter? Alors tout d'abord, oui, une personne de 15 ans qui commence, mais c'est n'importe quel sport, il faudra de toute façon travailler plus que les autres. Ça, je pense pas que ça soit... c'est indispensable. Et moi, il y avait une chose, et dans pas mal de disciplines, je pense que c'est important d'avoir aussi cette vision-là, c'est d'avoir une reconnaissance par nos pairs. Ça permet une validation finalement de ce qu'on est et de ce qu'on peut devenir. Et la validation, elle vient par le travail? Non, moi je pense qu'elle est quand même innée, mais elle est développée en effet par le travail. Mais il y a un pourcentage qui est, je pense, entre 5 et 10% qui est un peu inné, naturel. Et la validation par les pairs, donc généralement des gens qui ont été anciens champions du monde ou membres de l'équipe de France, permettent une éclosion au plus haut niveau mondial. Donc il faut trouver ses sponsors ou ses mentors, ce qui est très vrai dans le business finalement. Ouais, tout à fait. Un mentor qui a été dans le passé extrêmement fort et qui valide des performances permet de mettre cette petite image dans la tête de la personne et ça, ce qui peut faire la différence plus tard. Allez, avant de repartir en vol, pour toi, Johan, un livre que tu voudrais conseiller à des gens d'acheter ou de lire? Ouais, alors moi, j'ai une passion un peu secrète qui est l'indépendance financière. Donc, je lis pas mal de bouquins sur l'indépendance financière et il y a un bouquin que j'adore qui est La psychologie de l'argent de Houzel. Et je vous recommande de le lire. C'est captivant. Écoute, il se trouve que je ne l'ai pas encore lu, donc on s'en est parlé avant d'enregistrer. Je vais de ce pas aller le télécharger et le mettre sur ma liseuse. Merci Johan pour ces 3 jours passés ensemble, de bons moments qui resteront, je pense, gravés longtemps dans un coin de mon cerveau, des très beaux souvenirs. Et puis content d'avoir pu
te montrer un peu les coulisses aussi de mon métier de venture capitaliste, comment on enregistre ces podcasts, quelle est la mécanique derrière de mise en ligne, la préparation avec ChatGPT. Tu m'as emmené pendant quelques jours dans ton univers et je suis content de t'avoir fait découvrir un petit peu le mien et on ira plus loin lors des prochains stages. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt tout le monde, merci pour votre écoute, salut.